mais ça va, Alain. Comme d'hab, hein, c'est... Ouais. Donc, grand habitué. Je me suis fait une spécialité, l'Ukraine. Je suis monomaniaque, hein, maintenant. Ouais, non, mais on voit... Je passe mon temps là-dessus. Ouais. Tu suis, j'ai envie de dire, on est connecté, on a des nouvelles heure par heure, un peu, tu nous détailles la situation, envoie des articles, ouais. En contact même avec pas mal de gens. Alors sur place. Donc je me suis mis sur Twitter, je n'avais pas utilisé Twitter jusqu'à présent parce que ça fait beaucoup, et donc la plupart des journalistes aujourd'hui envoient leurs dépêches sur Twitter. Hein, à leur rédaction. Et il suffit de les suivre hein, sur Twitter, tu te branches sur tel ou tel journaliste, puis comme un journaliste il est branché sur ses collègues, donc comme ça que tu arrives à trouver la filière. Donc je me suis branché sur des journalistes qui sont sur le terrain entre Mariupol et Kramatorsk, hein, on montrera des vues. Tu peux passer la vue 7 pour montrer ce qui se passe sur le terrain. Alors c'est la carte du Donbass. Alors c'est quoi le Donbass? Parce qu'on a parlé du Donbass. En fait, le Donbass, c'est un bassin minier qui n'est pas exclusif à l'Ukraine, puisque c'est un bassin minier qu'on appelle le Donbass, qui va jusqu'à Rostov-sur-le-Don, donc qui est à cheval entre l'Ukraine et la Russie. Ce qui est bien la preuve que cette Ukraine était une configuration complètement artificielle de l'URSS. Hein, ils ont mis l'Ukraine là, mais dans cette partie-là, c'était des Russes qui étaient là. Donc pourquoi ils ont mis cette partie? Ils ont coupé le bassin minier en deux et ils en ont mis une partie en Ukraine. Voilà. Donc le Donbass ukrainien, ce sont les oblasts. Comme on dit les oblasts chez eux, c'est comme les départements, les oblasts de Lugansk et de Donetsk. Oui, d'accord. Hein, mais les mines, c'est surtout dans le Lugansk. Et Donetsk, c'est une des plus grandes, plus grandes villes d'Ukraine. Donetsk, c'est une très grande ville, ouais, je sais pas. C'est une des plus grandes. Hein, une des plus grandes, ouais. Et donc, ce sont les deux oblasts en sécession qui ont fait leur référendum, qui ont pu l'organiser et qui a donné une grande majorité de voix pour l'autonomie, en fait, pour l'indépendance. Hein. Et alors donc, l'oblast de Donetsk a une façade maritime sur la mer d'Azov, au sud. Hein, c'est là où se trouve Mariupol, qui est un port. Hein. T'as mis la vue 7 hein, et d'accord. Donc on voit au sud donc c'est le sud-ouest qui est le Donetsk et le nord-ouest qui est le Lugansk. On appelle le Lugansk parce que c'est la capitale, c'est Lugansk, et c'est là que se trouve, pas loin de la frontière russe, le bassin minier, hein, qui était un des hauts lieux d'ailleurs du communisme, puisque il y a un bled qui s'appelle Torres, du nom de Maurice Torres. Voilà, donc ici, c'est surtout des pro-soviétiques qui a plus qu'autre chose. Voilà. Et donc ce sont donc ces deux oblasts qui sont maintenant en sécession et dans lesquels se déroule une guerre. On peut l'appeler la guerre du Donbass. La guerre du Donbass. Ouais, la guerre du Donbass. Ce qu'on voit un peu partout. Et c'est une guerre qui a commencé par un massacre, celui de Mariupol, il y a une quinzaine de jours. Hein. C'était le 9 mai. Le 9 mai, où à Mariupol, des nervis de la droite, des nervis armés, sont rentrés dans la ville et ont voulu perturber les manifestations du 9 mai. On sait que le 9 mai, bon, c'est comme le 8 mai chez nous, mais chez eux, c'est un jour après, commémore la victoire de l'URSS sur le nazisme, et c'est une des plus grandes... Ah bah tiens, il y a... on va pouvoir prendre Thierry, que tu lui dis qu'il le prenne. Mais il ne peut pas. Hein laisse tomber. Hein il faut tout connecter à l'avance. Ah bon, plus compliqué bon que ça. bah tant pis. Ouais. Tant pis pour lui. Il avait qu'à venir avant. Et donc,
Oui, donc à Mariupol, donc il y a ces fameuses fêtes du 9 mai qui sont des fêtes extrêmement importantes. Pour eux, c'est quasiment l'équivalent de du 14 juillet. Hein. C'est vraiment la plus grande fête, le 9 mai. Et donc, ces gens de la droite ont voulu perturber ces fêtes. Alors, hein, on a déjà vu le partage dans la conception historique. Donc, tu as les gens, les pro-russes à l'Est, qui considèrent que la victoire sur le nazisme, c'est une très très grande victoire qui est formateur de l'URSS, hein, pratiquement. C'est le grand effort, ils appellent ça la Grande Guerre patriotique. Ouais, la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique, tandis que à l'extrême ouest, ils ont formé des groupes SS ukrainiens, hein, des bandéristes, hein, Stéphane Bandera, qui était un collaborateur des nazis, et ils ont formé ce groupe de Waffen-SS pro-nazi, et donc ils considèrent que le 9 mai, c'est un jour de deuil. Ouais, hein, ouais. Donc tu vois qu'ils se partagent. Pendant la guerre, il y a eu une forte tendance, une grande partie des Ukrainiens qui était pro-allemande. C'est pas une grande partie, c'est une petite partie qui était cantonnée dans l'Ouest, hein, surtout dans l'Ouest. Et puis... Oui, mais c'est un mouvement qui a existé. C'est un mouvement, bien sûr. Même bien si sûr. Comme les Pays-Baltes, on va pas se mentir. Oui, bien sûr. C'est un mouvement qui a existé, mais qui n'a existé que sur une partie du territoire, mais pas de l'Ukraine artificielle aujourd'hui. Tandis que toute l'autre partie, on va dire pro-soviétique, considère que c'est une victoire et les autres une défaite. Sur quelque chose qui est aussi important que cette guerre, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de gens, y compris en Allemagne aujourd'hui, qui considèrent que le 8 et le 9 mai, c'est un jour de deuil, y compris en Allemagne, on considère que c'est la fin du nazisme. Moi, j'ai bien connu la République démocratique allemande dans ma jeunesse. Le 8 mai, c'était un jour férié. On fêtait la fin du nazisme et de l'hitlérisme. Donc, y compris pour... c'était pas une guerre qui était une guerre entre nations, c'était une guerre entre systèmes politiques, surtout. Voilà. Bon, alors c'est vrai que les soviétiques ont été envahis. Pour eux, c'était plus une guerre idéologique, mais une guerre patriotique. Hein, voilà. Et donc, le symbole du 9 mai, c'est ce que je porte ici, c'est le ruban de Saint-Georges, qui symbolise la victoire de l'URSS sur le nazisme, et donc qui est devenu la symbolique des autonomistes ou des séparatistes ukrainiens. Hein, c'est-à-dire, si tu portes le ruban de Saint-Georges et que tu te balades à Lviv, tu te fais égorger. Hein, donc voilà, ça c'est le signe de ralliement de ceux qui fêtent la victoire sur le nazisme. Ouais. Alors, comme ils considèrent que les gens à Kiev sont des nazis, donc de toute façon c'est vrai, puisque on voit que le président, on le voit sur des photos, qui fait le salut nazi, qui est bandériste, donc ils considèrent que ils sont en lutte ces jours-là contre le nazisme. Donc aujourd'hui encore, donc ils reprennent des thèmes de la guerre 39-45 pour dire voilà, les gens qui vont envahir le Donbass sont des nazis. Mesure, si je c'était d'interdire la langue russe, hein, ça a été une des premières. Oui, ils ont d'abord... Dès le lendemain, je crois, un truc comme ça. Oui, dès le lendemain, interdire la langue russe, alors qu'il y a très peu de gens qui parlent l'ukrainien, y compris à Kiev, la plupart des gens parlent russe partout, quoi. Hein, voilà, bon, ils interdisent, donc c'est vraiment un casus belli. C'est proche en plus, l'ukrainien. Oui, ça se ressemble beaucoup, tout le monde sait bien, on en a parlé, que la Russie a son fondement historique en Ukraine, et que c'est là qu'est née la Rousse, qui est le mélange entre les Slaves et puis les Nordiques, les Suédois, qui on appelait les Varegs. Hein.
les Vikings, plutôt les Norvégiens et les Danois, puis à l'est, ce sont les Varegs qui descendaient par le Dniepr, hein, avec leur bateau, et qui ont été jusqu'à Constantinople, et qui ont ramené la religion orthodoxe de Constantinople. Voilà. Donc ces Varegs blonds aux yeux bleus, donc qui se sont établis à Kiev et qui ont formé le premier, la première entité étatique de la Rousse à Kiev. Voilà. Et donc on a une princesse de Kiev qui a épousé un roi de France au XIe siècle. Je ne sais plus lequel, bon, voilà. Bon. Mais c'est bien de le préciser parce que la présentation qui nous est faite un peu du storytelling médiatique sur l'affaire, c'est de nous dire qu'il y aurait des Russes et des Ukrainiens et une Russie méchante qui voudrait s'accaparer l'Ukraine, etc. C'est comme ça que ça nous est présenté, en ne mentionnant pas ce lien absolument historico-culturel entre la Russie et l'Ukraine qui sont... ah oui, la Russie et l'Ukraine, c'est beaucoup plus proche que entre le bassin parisien et la Bretagne. Voilà, c'est exactement, voilà. Bon. Et donc, il y a eu donc cette partie-là. Ensuite, historiquement, on va rappeler, elle est très rapide, parce que là, je vais pas aller au bout, a été occupée par les Polonais et les Lituaniens. Ça a formé un grand-duché, un royaume de Pologne et de Lituanie pendant pas mal de temps. Hein. Et puis, Catherine II a repris tout ça sous l'égide du tsarisme, hein, et puis donc c'est devenu russe, toute cette partie est devenue russe. Bon, voilà. Y compris la Crimée qu'elle a repris aux Turcs. Donc ça, pour retracer ça, mais on en a déjà parlé, puis c'est pas le... Non, mais pour recadrer, c'est bien, ça recadre un peu, tu vois, ceux qui n'ont pas vu, ça recadre. Donc là, historiquement, ces gens de l'Est donc, se rapportent à l'URSS, plus qu'à la Russie. À la Russie, parce qu'ils sont russophones, mais à la tradition soviétique du ruban de Saint-Georges, qui était une distinction. Alors l'ordre de Saint-Georges était une distinction tsariste qui a été supprimée par Lénine et qui a été repris par Staline, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la croix de Saint-Georges, mais il y avait une étoile. Hein, et donc cette distinction était attribuée vraiment à des combattants méritants, à des héros de guerre. Hein. Voilà, donc c'est devenu le symbole des héros qui ont combattu contre le nazisme. Et donc Poutine a repris cette symbolique et qu'on voit maintenant partout, tout le monde a vu des drapeaux, des rubans. Donc on voit les combattants du Donetsk et du Lugansk ayant ce ruban accroché à le drapeau de la Catalogne, hein, comme je l'ai vu l'autre fois. Non, c'est Catalogne, c'est sang et or. Bah oui, mais les gens, ils sont bureaux, il y a des daltoniens dans là, c'est noir et orange. Fois, on a eu un débat, il y en a qui voyaient du rouge et de la rouge et du jaune. J'ai dit, mais il n'y a pas ni rouge ni jaune, c'est du noir et du orange. Mais bon, tu veux bien, là, à un moment donné, Donc, on en revient à ça. Donc, ces gens-là, quand les nazis de Kiev ont décrété la fin de la langue russe, donc ils se sont révoltés. Tu vois, tous ces gens réapprendre une langue qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'est là que ont commencé les prises des bâtiments administratifs où les gens portaient des drapeaux russes, parce qu'au départ, évidemment, il s'agissait du rattachement à la Russie. Et puis quand il y a eu l'exemple de la Crimée, les gens se sont dit, nous aussi, on veut être attachés à la Russie. Hein, donc au début, il n'y avait pas ce fameux drapeau du Donetsk, hein, qui est noir, rouge et bleu, hein, noir, rouge et bleu, du Donetsk, avec l'aigle russe frappé dessus. Et donc ça, c'est devenu l'autonomie, est devenu... Après, on va dire, on va être autonome, et après, quand on sera une république populaire du Donetsk, on va demander un rattachement à la Russie. Voilà, en gros, quelle est leur philosophie. Alors,
quand les Américains qui pilotent toute l'opération ont vu d'abord que le peuple de Crimée avait voté son indépendance, puis dans la foulée son rattachement à la Russie, ils ont commencé à un petit peu avoir les miquettes, et donc ils se sont dit, si tous les russophones font pareil, nous on va perdre tout l'Est et le Sud. Hein, voilà, les russophones, c'est à l'Est et au sud, et donc évidemment le sud, c'est la très grande ville d'Odessa, hein, et puis Odessa jouxte la Transnistrie. La Transnistrie. La Transnistrie, c'est un D, hein, Nistrie. Voilà, elle aussi a demandé à rejoindre la fédération. Et donc c'est un bout, là c'est le seul bout de l'URSS qui reste. J'utilise encore la faucille, le marteau et le drapeau rouge, la Transnistrie. Hein, et donc là, il y a une armée soviétique qui est toujours là. Et eux, ils n'ont pas, ils sont restés soviétiques. Hein, ils n'ont pas, voilà. Bon. Et donc effectivement, ils ont demandé leur attachement à la Russie. Et donc si il y avait un rattachement entre la Transnistrie, l'oblast d'Odessa, hein, et puis et tout le sud qui va rejoindre l'oblast de Donetsk, qui a aussi, comme j'ai dit, un port sur la mer d'Azov, qui est une petite partie de la mer Noire. Donc, à ce moment-là, l'Ukraine n'a plus accès à la mer Noire. Ouais, l'Ukraine entre guillemets, c'est les Américains. Dans les terres, c'est un pays sans intérêt, j'ai envie de dire. Les pétzouilles et les fachos, quoi. Ouais. Là, c'est terminé. Donc, ils ont mis le paquet pour garder Odessa. On savait, on pouvait prévoir que Odessa, ils ne se laisseraient pas avoir et qu'ils ont mis le paquet. Donc c'est là qu'ils ont organisé le coup de la maison des syndicats. Et un coup terrible, quoi. Un coup terrifiant. Alors cette histoire, parce que malheureusement l'autre fois on n'avait pas pu diffuser l'interview de Thierry parce qu'il y a un problème de son, donc il expliquait cette affaire qui, il faut quand même qu'on y revienne un peu, c'est énorme d'atrocité ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, alors donc on sait à peu près comment que ça s'est passé. Donc ils ont monté une provocation avec des gens qui jouaient le rôle des pro-russes, hein, et qui ont lancé des objets, des bouteilles incendiaires sur des supporters de foot de Kharkov, et qui les ont, avec l'aide des flics, ils ont attiré tout ce monde-là, ça fait une belle marche, hein, vers la maison des syndicats, où devant, il y avait des tentes et des stands d'autonomistes. La maison des syndicats, surtout des communistes qui avaient là-dedans, et que, évidemment, les communistes, ils sont plutôt pour la Russie. Bon, donc, et donc, ils ont amené tous ces gens qui ont détruit les tentes, et les gens qui étaient dans les stands là-devant, ils sont rentrés dans la maison des syndicats. Tu vois ? Hein ? Alors c'est là que dans les joueurs de foot, il y avait des tueurs qui étaient de mêlés aux supporters. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont tué les gens. Ils ont exécuté les gens. Mais c'est atroce. On voit une femme enceinte avec le fil du téléphone, les gens à coups de hache exécutés, ou avec des armes à feu. Des armes à feu, voilà. Ils ont exécuté, peut-être employé des gaz, on ne sait pas, et brûlé, peut-être au lance-flammes, parce qu'on voit des gens qui sont partiellement brûlés et qui n'ont pas brûlé dans l'incendie. Donc ils sont entrés là-dedans, ils ont exécuté les gens, puis après ils ont jeté des bouteilles incendiaires. Parce qu'il y a que les deux étages qu'on brûlait, parce qu'après on a dit oui, les gens sont morts dans un incendie, c'est ce qui était dit. Oui, bien sûr. Genre comme, donc les gens étaient exécutés froidement pour terroriser. Enfin, c'est les mêmes techniques qui ont été utilisées en Libye et en Syrie. C'est-à-dire on va terroriser les gens pour les annihiler, pour les empêcher de... Alors ça a quand même marché, parce que le mouvement pro-russe s'est quand même tassé à Odessa, et puis maintenant Odessa est quadrillé, quoi. Odessa est quadrillé, la police est omniprésente, les manifestations sont interdites, enfin c'est un État fasciste qui a été mis en place sur Odessa pour annihiler toute volonté des opposants à pouvoir faire quelque chose.
Ouais, parce qu'Odessa est extrêmement stratégique. Comme Odessa est extrêmement stratégique. Alors, ils ont fait alors ça, c'était le 1er mai. Le 9 mai, ils ont fait à peu près la même chose à Mariupol. Donc ce port donc, à l'extrême sud du Donetsk. Et donc là, le massacre s'est passé dans l'hôtel de police. Hein, donc d'abord, il y a les gens qui sont venus, les néo-nazis qui sont venus, ils ont été à l'hôtel de police, ils ont demandé aux flics de les aider pour aller perturber la manifestation de la victoire. Voilà. Et donc les flics n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu le faire. Et donc le chef des flics a pris son arme et il a abattu comme ça plusieurs de ses collègues. Voilà. Et s'en est suivi donc une fusillade et donc il y a eu un nombre de morts indéterminé. Durant cette journée, certains parlent de 100 morts, certains parlent de 20, certains parlent de 30, bon, on ne sait pas exactement. Puis le feu a été mis au bâtiment de la police. Puis le feu a été mis à d'autres bâtiments aussi. Et donc, il y a aussi, durant ces journées, il y a des gens qui ont été assassinés, parce que dans les films, on les voit arriver sur des blindés légers, hein, à toute vitesse, on les voit arriver, puis on voit arriver les gens avec l'arme au poing, et on voit que tous ces gens, ce peuple, comme ils font d'habitude, comme on a déjà montré, hein, qui n'ont pas peur, qui se dressent devant, la foule qui se dresse devant, qui les traite de nazis, de fascistes, et on voit les gens qui les engueulent, et on les voit très bien, ces gens qui n'ont pas l'air de militaires. Hein, ils n'ont pas. C'est des civils, ouais, beaucoup. Ils tiennent leurs armes comme ça, alors que normalement on tient son arme, le canon par terre, c'est tous les standards d'ailleurs, parce que quand on est comme ça, hop, on se met, tu vois, donc on tient jamais son arme comme ça, on tient toujours comme ça. Bon. Donc ils n'ont même pas la formation élémentaire de la tenue des gens, hein, surtout la calache, si tu veux, il faut pas laisser son doigt sur la détente, parce que la détente est trop sensible. Donc on tient son arme en bas et on n'a pas le doigt sur la détente, on a le doigt le long du pontet, ce qu'on appelle le pontet, tu vois, la partie là. Donc comme ça on reconnaît au moins des gens qui ont une formation, des gens qui n'en ont pas du tout. Donc les gens ils sont comme ça, hop, et puis les autres arrivent, puis paf, ils tirent dans le tas, quoi. Puis tu vois les gens qui tombent. Puis une balle de calache, surtout si c'est des calaches anciennes, des 7,62, hein, tu vois, ça c'est mortel, quoi. Et on me demande justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est marrant, bon, alors je vais répondre, je vais pas poser toutes les questions parce qu'il y en a plein, mais il y en a qui sont pertinentes, parce que par exemple on me disait, est-ce qu'ils veulent pas faire un scénario à la Lugansk pour Odessa, c'est-à-dire avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, comment dire, un false flag, quoi, pareil. Est-ce que tu m'as dit à Lugansk, c'est là qu'ils ont placé des gars qui tirent sur la ville, c'est ça? Non, c'était à Mariupol. Ah, c'est à Mariupol, pardon. À Mariupol qu'il y a eu un gros massacre qui a peut-être fait une centaine de victimes. Hein, Mariupol, c'est la ville qui a aussi une ville qui est stratégique, qui est sur la mer d'Azov. C'est un port. Ouais, c'est un port, d'accord. Voilà. Ouais. Voilà. Hein, donc, et donc il y a tellement de prises, donc on voit tout ce qui s'est passé. Et donc aussi, le chef de la police a été pris par la milice et il aurait été pendu. Après un procès, mais on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, s'il a vraiment été pendu, parce que j'ai vu sur certaines dépêches qu'on l'a retrouvé pendu, d'autres non. On ne sait pas trop. Hein, c'est pas facile, c'est comme le décomptage des morts. Là, j'ai un des journalistes que je suis qui s'appelle Graham Phillips, qui est un Britannique. Là, aujourd'hui, peut-être s'il m'écoute, je lui dis bonjour.
Et donc, il devait aller à la morgue pour essayer de lever le doute sur ce nombre de victimes qu'il y a eu ce jour-là, quoi. Donc les victimes, surtout parmi les policiers et aussi parmi les badauds, les gens qui étaient là et qui. Alors aussi, on peut voir ce peuple qui est quand même curieux parce que va te retrouver devant un homme armé d'un fusil d'assaut. Et puis les gens qui bougent pas, au contraire, qui vont vers eux, puis ils commencent à tirer au-dessus de la tête des gens, tu vois, bon, rafale. Il n'y a pas un qui bouge, il n'y a pas une mémère, pas une babouchia, rien. Les gens, ils ne bougent pas. Et on leur tire au-dessus de la tête, ils ne bougent pas. Et après, il y en a qui tombent, paf, ils tirent dedans. Et les gens ne bougent pas. Et on voit même les gens qui courent après les hommes d'armes après ça. Tu vois ? Donc c'est un peuple quand même qui est quand même curieux. T'imagines ici quoi, tu vois, t'imagines ici des gens qui tirent au-dessus de la tête des gens, tout le monde courrait, ce serait la panique. Mais là non, les gens ils ne bougent pas. On avait déjà vu avant ces gens se placer devant les blindés. Hein, on a même vu à un moment une vieille femme, le blindé arrive, elle se met comme ça, puis le blindé paf, il pille presque les autres derrière. Mais ça c'était l'armée ukrainienne, tu vois, c'était l'armée ukrainienne il y a 3 semaines. Ouais. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Voilà, là, c'est plus l'armée ukrainienne. C'est plus l'armée ukrainienne. C'est des mercenaires, soyons clairs. C'est des éléments. Apparemment, il y a plein d'éléments de la CIA aussi qui ont été introduits. Alors, c'est ce qu'ils appellent, ils ont créé la garde nationale. Voilà. Hein, donc, dans laquelle ils ont embauché des gens, des militants politiques. Donc, quelle formation militaire ils ont pu avoir? Non, à part une calache, c'est simple, hein, n'importe qui la prend, la démonte en une journée, tu sais comment que ça marche. Et puis tu tires un peu dans le tas, quoi. Et puis tu la prends, paf, tu l'armes, et puis c'est bon, quoi. N'importe qui peut à peu près s'en servir avec une formation d'1 heure ou 2. Et donc, ils ont filé ça à ces gens-là, puis les gens, ils étaient programmés pour tirer dans le tas. Avec apparemment un encadrement militaire de l'OTAN. Enfin, moi, c'est ce que... Alors, avec certainement un encadrement militaire de l'OTAN, c'est ce que disent les Russes, et c'est ce qu'a sorti ce fameux journal allemand, le Bild am Sonntag, qui est un journal du groupe Springer. Et alors là aussi, c'est assez caractéristique du fait que les Allemands, quand même, freinent cette affaire-là, parce que pour le patronat allemand, couper l'industrie allemande de la Russie, c'est catastrophique. Donc le groupe... c'est vrai que les Allemands, il faut quand même le souligner, hein, il y a une grande chaîne, même la ZDF, qui a diffusé un reportage, qui explique la situation en Ukraine d'une façon que franchement on n'ose même pas imaginer en France, et qui parle exactement comme ce qu'on est en train d'évoquer ici. Hein, alors là, donc là, le Bild a publié donc un article disant qu'il y avait 400 contracteurs à travailler en Ukraine, et que cette information a été fournie par le BND, les services secrets allemands. Voilà. Hein, et le BND aurait eu cette info de la NSA. Alors on se demande d'abord, le BND est, comme tous les services secrets, ils sont bien placés pour savoir, ils n'ont pas besoin de la NSA pour savoir ce qu'il y a. Bon. Donc, ils ont dit que c'est la NSA, je ne sais pas pourquoi, enfin bon. Mais bon, mais ce qui est intéressant, c'est que le Bild a cité sa source comme étant le BND, c'est un service secret allemand. Donc, c'est bien pour dire aux Américains, quand même, là, on sait ce que vous faites, et puis donc c'est bien, un peu savonner la planche, quoi. Parce que les autres, ils disent, mais non, il n'y avait pas de contracteurs, non, c'est pas vrai. Comme ils disent, c'est hier, l'armée du Donbass, la milice, je ne sais pas comment on les appelle, d'autodéfense, a publié un communiqué comme quoi ils avaient tué des gens de la CIA. La CIA a dit non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. T'imagines un truc comme ça, il n'y a pas de mec de la CIA. C'est vraiment, il faudrait qu'il soit con, même à la limite. Donc c'est pas croyable, voilà. Alors attends, il y a eu aussi, utilisation d'hélicoptères aussi apparemment. Ah ouais. Alors là, tu vas me passer la vue 8.
Hein, la Ouais. vue 8. Alors si ça tu peux aussi, mettre la vue 8, c'est caractéristique parce que c'est la vue 8 ou 9, hein, c'est pareil. Donc on voit un Mi-24 qui est aux couleurs des Nations Unies. Ouais. Alors pourquoi ils ont utilisé un Mi-24 aux couleurs des Nations Unies? On peut se poser la question. Oui. Parce que des Mi-24, l'Ukraine doit en avoir des wagons. L'Ukraine, c'est un arsenal. C'est ce qui vient de l'URSS. Il y a des quantités incroyables de blindés, d'hélicoptères et de tout ce qu'on veut. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui marchent parce que les oligarques au pouvoir, ils n'en avaient rien à foutre. Ils ont pris le pognon, ils l'ont mis dans la poche, ils ne sont pas occupés de ça. Hein, puisqu'on a vu en Crimée, les Russes, quand ils sont arrivés, les bases aériennes, il n'y avait qu'un avion qui marchait, il n'y avait plus rien qui marchait. Bon. Donc là, ces fameux Mi-24 qui sont des monstres, hein, bardés de roquettes, de mitrailleuses à tir rapide et tout ce qu'on veut, c'est un monstre. Et donc, il s'est trouvé que ils ont dû en utiliser un qui était aux couleurs de l'ONU parce qu'ils en fournissent à l'ONU pour le Congo. Voilà. Et avec les équipages, bien sûr. Mais donc, ils n'ont pas trouvé à ce moment-là d'hélicoptères de l'armée pour intervenir. Donc ils sont partis chercher ces hélicoptères. Et donc, ils ont parti chercher ces hélicoptères. Alors, apparemment, c'était pour aussi ramener des morts et des blessés, parce qu'ils avaient eu beaucoup de pertes ce jour-là, ouais. Et donc il fallait qu'ils ramassent les morceaux. Hein, voilà. Donc, alors cette photo que vous voyez, ce petit film, ouais. A été pris par 2 journalistes de Life News. Ouais. Hein, et ces 2 journalistes, évidemment, les autres, ils leur donnent un chien de leur chaîne, donc ils ont bien lui ont bien donné, puisqu'ils les ont retrouvés et ils les ont fait prisonniers hier. Ouais. Ces 2 journalistes de la FNews, et on les voit d'ailleurs sur les photos, ils sont plutôt maltraités. Ouais, hein. Parce que, ouais. On les voit les mains dans le dos, ils ont mis la gueule par terre. Et donc, c'est la démocratie, hein, selon les pour eux, alors ils ont à côté, ils ont trouvé un Strela, un missile anti-aérien. Oui. Et donc ils disent, ouais, ce mec-là, c'est pour des journalistes, c'est des terroristes. Donc, on me demande d'ailleurs, c'est vrai, s'il y a des djihadistes aussi, t'as des infos de ce côté-là? Est-ce qu'ils vont incruster leur bande de Syrie là, pour aller les envoyer? Alors, là, parce que Thierry, lui, il avait l'air de dire de ça la dernière fois, il disait... Les bandes ont l'air de se retirer de Syrie, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Oui. Là, on pense que les bandes qui vont être retirées de Syrie vont être mises contre la Russie, soit en Crimée, soit surtout au Daghestan. Au Daghestan, oui. Voilà. Une autre république où il y a pas mal de problèmes. Voilà. Donc ils vont les mettre là. Peut-être qu'ils vont mettre des gens qui ont une expertise de combat, qui peuvent les mettre avec les nazis. Hein. Ouais. Tu vois, parce qu'ils s'entendent bien entre eux, puisqu'il y avait un chef nazi qui était combattre avec les Takfiris en Tchétchénie, hein, celui qui en a retrouvé mort, hein, curieusement. Bon, donc ces gens-là, donc Thierry a fait un article ce matin qui montre la collusion entre les nazis et les Takfiris, les deux pilotés par les Américains, parce que effectivement, pour aller déstabiliser un pays, il faut beaucoup de violence et de détermination, des gens qui n'hésitent pas à tuer, quoi. Hein. Ouais. Voilà, donc il y a cette concomitance entre les nazis et les Takfiris, et ils vont certainement utiliser les deux. Voilà. Donc face à cette agression extrêmement violente, parce qu'au début c'était bon enfant, hein, on a vu. Hein, ils prenaient les bâtiments, les flics, ils filaient leurs armes, enfin, les flics, ils n'ont jamais été trop combatifs, et donc même les nazis de Kiev les ont accusés de tous les maux de collusion, etc. Oui. Et ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas compter dessus, donc ils ne pouvaient compter ni sur la police, ni sur l'armée.
Donc c'est là qu'ils ont créé ces brigades spéciales et que donc dans les brigades spéciales, il y a à la fois la garde nationale et donc il y a la garde personnelle de cet oligarque juif de Dniepr, la bataillon du Dniepr, je sais plus son nom, hein, c'est les noms ukrainiens, bon. Et donc lui, c'est un juif sioniste, hein, il a un kippa, il fait partie des grandes associations sionistes internationales, hein, c'est le deuxième ou le troisième homme le plus riche d'Ukraine, et il finance les nazis. Non mais c'est complètement dingue quand même. Attends. Il finance Pravil Sector. Il a créé un bâtiment, un bataillon néo-nazi, hein, le bataillon de Dniepr. Tu veux dire un milliardaire juif ukrainien, il finance... Il finance les nazis. Les nazis qui, eux, quand ils manifestent dans les rues, ils vont dire on va prendre les juifs. On va prendre les juifs. C'est ce qu'on a vu, ils crient ça, oui, sur leur slogan. Ouais, et il y a même eu, alors c'est à Kiev, le grand rabbin qui s'est fait agresser, etc. par des nervis. Ouais. Enfin, c'est complètement... Et la communauté juive d'Odessa est terrorisée. Oui. Alors ils ont dit, on va partir en Israël. Oui, voilà, j'ai vu les discours. Donc c'est tout gagné. Est-ce qu'Israël n'est pas en train d'organiser des troupes partout? Parce que bien sûr. Cette folie qui se passe en France, où on sait qu'il y a beaucoup de juifs français qui retournent en Israël, en Ukraine, c'est de la... Bien sûr. Parce qu'il y avait aussi les fameux tireurs d'élite israéliens qui avaient été arrêtés à Kiev, si je m'abuse, qui avaient participé à l'incident de la place Médane et qui avaient tiré sur la foule, apparemment. Et alors là, cet oligarque juif avec son nom accouché d'or, et donc il n'a pas payé ses mecs le mois dernier, et donc ils veulent lui faire la peau, quoi. Donc là, il a préparé son avion, il est prêt à foutre le camp en Israël avec le pognon. Bon. Mais il faut dire que ce type-là, c'était aussi un gangster. Hein. Il s'est accaparé des biens, des armes à la main. Quand l'Union soviétique s'est écroulée, ce sont les pires des gangsters qui se sont accaparés des biens qui étaient nationalisés avant, tu vois. Hein. Donc c'est vraiment la lie de la société, ces gens-là, ces oligarques qui maintenant dirigent totalement l'Ukraine, quoi. Oui. Hein, c'est l'association des oligarques et des nazis. Hein, voilà en gros ce qui dirige ce pays. Et donc les braves travailleurs du Donbass et du Donetsk ont pris les armes, donc tu vois, des pépères un peu, pas ventripotents, mais entre deux âges, monsieur tout le monde, monsieur tout le monde, qui ont un peu pris les armes. Alors, faut dire que alors ouais, montre-nous. Il y avait. Alors, on va prendre quelques vues de. Alors avant. Oui, pour nous montrer un peu déjà dans quoi là, je vois, voilà, quelles armes ils ont utilisées, voilà, t'as toutes. Alors, on va prendre les armes. Là, on voit, prends la vue 12, là, on voit les pépères, là, sur la vue 12, hein, et donc là, tu vois, quelques miliciens avec leurs armes. Alors, on a parlé tout à l'heure de. Alors ça, c'est la guerre populaire. Ça, c'est Slaviansk. Hein, tout ça, c'est Slaviansk. Hein, voilà, c'est Slaviansk qui est devenu symbolique, hein, de dire mourir pour Slaviansk, c'est le symbole de la résistance aujourd'hui, Slaviansk, qui est une grande ville. Et donc eux, ils ont pris des armes, et il faut dire qu'ils ont pris plusieurs APC. Hein, des APC, c'est des transports de troupes blindées, Armored Personal Vehicle en anglais. En français, c'est verbé véhicule blindé de l'avant. En fait, c'est un blindé transport de troupes. Hein. Donc ces APC, ils en ont pris plusieurs. Il y a 8 hommes dedans. Et donc comme ça vient, donc c'est l'organisation militaire de l'URSS, par APC, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des manpad, en anglais c'est un acronyme qui désigne un tube, un tube lance-roquettes. Ouais. Alors ces tubes lance-roquettes sont des roquettes qui sont destinés contre les véhicules blindés ou contre les avions. Ça dépend, on va passer en revue. Ça, c'est quand même intéressant parce que l'utilisation des manpads change un petit peu la guerre populaire. On en a parlé à propos de la Syrie parce que les Takfiris n'en sont pas dotés. Et là, il était question que les Américains leur fournissent des manpads anti-tank.
Hein. Les takfiristes, ils n'ont que des RPG-7. Alors, le RPG-7, c'est un lance-grenade autopropulsé, donc c'est cette espèce de tube qui n'est pas très grand, qui se porte à l'épaule, et devant, il y a une grenade qui est une charge creuse. Ouais. Hein, tu vois comment fonctionne la charge creuse. Le devant a une forme biconique, et la charge creuse, donc, réverbère le flux de l'explosion, hein, vers un point. Tu vois, ça focalise l'explosion sur un point en envoyant un peu de métal en fusion, et ça perce les blindages. Hein, au lieu d'avoir une explosion qui va se répandre et qui va avoir qu'un effet de souffle, donc toute la force chimique, on va la concentrer sur un point. Et donc ça fait des petits trous, comme ça, dans le blindage. Hein, et donc ça va développer une chaleur de plus de 1000 degrés à l'intérieur du véhicule. Donc tous les gens ils crament à l'intérieur. Bon. Donc ça, le RPG type RPG-7, que possèdent les Syriens, si tu veux, n'a pas de mécanisme de système de recherche. Ouais. Il faut viser carrément le véhicule. Hein? Et donc là, les soviétiques ont créé après le RPG-7, donc maintenant ça va jusqu'au RPG-29, qui sont des tubes jetables. Donc le RPG-7, il faut recharger sa grenade autopropulsée, et tandis... Non, ça c'est autre chose. Là, sur la Vue 9, le type, il a en bandoulière un RPG qui est à peu près, on ne peut pas savoir, mais c'est après le 16. Alors ça, c'est un tube qui comporte sa roquette. Donc c'est un tube jetable. Quand il aura balancé son pruneau, ça sert qu'une fois. Il y a la roquette à l'intérieur, ça pèse 8 à 10 kilos, ce truc-là. Et donc il y a à l'intérieur des roquettes de différentes utilisations. Donc du coup, ils pouvaient plus se déplacer, les gars, ils avaient ça, donc les autres... voilà, alors, donc tu vois, les types, ils ont ça, ça veut dire que ils sont, tu vois, on les voit, ils sont à 3, c'est des petits groupes, hein, et donc ils peuvent, en se cachant, s'approcher. C'est quelle vue ? S'approcher comment ? C'est la vue 12. Ouais, la 12, ouais. S'approcher des véhicules et les détruire, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, donc ils ont détruit des véhicules, et quand tu vois le 13, tu prends le 13 à côté, là, on voit ce qui reste d'un blindé, qui envoie le tube, c'est un mortier automoteur qui était là, hein, qui avait avant. Hein, donc c'est avec ça qu'ils bombardent Slaviansk de loin. Hein, ça c'est des roquettes de 120 qui s'attirent le mortier. Le mortier il part en hauteur comme ça, hein, et il bombarde au petit bonheur la chance, hein, ça tombe dans les rues, ça tombe un peu partout. C'est on bombarde. Ah bah non, il bombarde avec ça. C'est une politique. Voilà, donc là ce truc a pris un coup de roquette, il faut voir ce qui reste. Il reste vraiment un tas de ferraille. Hein, donc voilà. Et donc ce qui était là-dedans, c'est des véhicules, tout ça c'est du matériel d'origine soviétique qui est bien particulier parce que ces véhicules sont à la fois transport de troupes pour l'infanterie et comportent un type d'arme, soit un canon, soit une mitrailleuse, soit un mortier. Là c'était un mortier. Donc les mecs qu'il y a là-dedans, il y a 8 mecs, ils sont tous morts d'un coup. Hein. Donc on voit bien qu'il vaut mieux être les 3 types qu'il y a au-dessus que les 8 types qu'il y a dans le truc. Donc, c'est marrant, il y a un spécialiste, je pense, parce qu'on me dit c'est un système d'armes sol-air très courte portée, 5 km de rayon d'action pour l'aérien, hélico, avion et drone. Oui, je vais y revenir, ouais. C'est le Strela. Le Strela, alors, s'il pose la question du Strela, on va lui montrer un Strela. Oh non, il m'a l'air plutôt calé que poser des questions. Voilà, donc c'est là. C'est la vue. Non, c'est pas le Strela, c'est l'Igla 10. Strela, voilà. Strela. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai pensé aussi à la DCR, je sais pas pourquoi. L'Igla, là, alors un type, il en a chopé un. Donc là, ça prend son hélicoptère sans problème. Il a pratiquement même pas besoin de viser, quoi.